On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Mon Hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est une journaliste. L'hôte du jour c'est Violette Lazare. Salut Violette, comment tu vas? Salut, très bien. Et toi? Ça va, content de te recevoir ici. Moi aussi, je suis très contente. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh bien, je suis donc Violette Lazare, je suis journaliste au Nouvel Obs. Je travaille dans un service qui s'appelle le service Enquête. Donc, ça veut dire qu'on travaille sur des sujets de justice, mais qui peuvent être aussi des sujets sociaux, économiques, politiques, avec toujours l'obsession d'investiguer et essayer de sortir des informations. Ok, pourquoi tu as voulu devenir journaliste? Eh bien, c'est une bonne question. En tout cas, du plus loin que je me souviens, j'ai toujours voulu être journaliste sans vraiment savoir ce que c'était. Donc ça tombe bien, parce qu'une fois que je le suis devenue, je me suis rendu compte que ça me correspondait parfaitement. Je crois que j'avais envie d'écrire. La première motivation quand j'étais plus petite, c'est que j'aimais bien écrire. Donc c'est pour ça aussi que je fais de la presse écrite et des livres. Enquêter, rencontrer des gens. Et puis, j'avais cette espèce de, je pense, de rêve qui était de révéler des choses qui étaient cachées pour ça c'est quand j'étais plus petite, hein, pour espérer changer un peu le monde. En tout cas, quand j'étais plus jeune, c'est ce que je voulais. Et, Là, je me suis un peu et comment changée. comment t'en es venu justement ton parcours scolaire au niveau des études, etc. pour être journaliste? T'es allé dans une école ou... Oui, j'ai fait une école, mais vraiment à la fin de mes études. J'ai commencé par faire un cursus très général. J'étais en prépa, j'ai fait une prépa très générale, c'est-à-dire que je faisais du français, de l'histoire, de l'éco. Après, je suis allée à la fac faire de l'histoire et de la sociologie. Et à la fin de ce parcours, j'ai fait 1 an d'école de journalisme. Un an seulement? 1 an seulement, ouais. Ok. Ouais. J'étais à l'IFP, qui est l'Institut français de presse, qui est une école de journalisme public au sein de la fac d'Assas. Et à l'époque, là aujourd'hui c'est 2 ans maintenant, mais à l'époque c'était 1 an. D'accord. Donc c'était surtout les stages en fait. 1 an d'école et après beaucoup de stages. Et c'est surtout ça qui m'a appris le métier. Et après, à la sortie des études, t'as travaillé où? Eh bien, j'ai commencé à faire un stage au monde.fr au tout début. C'est un des premiers stages que j'ai fait. C'était vraiment le début des sites internet. Et après, je suis allée au Parisien. Ça a été mon premier job au Parisien. J'étais en local, donc je couvrais. On était dans une édition qui couvrait que Paris. On était 10 et moi j'avais des arrondissements à couvrir. Donc c'est vraiment ce qui s'appelle de la locale. On suit des mairies, on suit la vie des écoles, les manifestations. C'était passionnant et puis ça m'a appris vraiment à travailler, à être sur le terrain, à sans cesse rencontrer des gens, à être dehors tout le temps, pas être sur mon fauteuil avec un téléphone. Et puis, donc c'était très formateur. Ce que les jeunes journalistes aujourd'hui ont moins, je pense, malheureusement, parce que comme la presse va quand même pas très bien, on leur demande de rester au boulot et de passer des coups de fil ou d'écrire des messages ou de faire des papiers à partir de... Voilà, pas de reportage en tout cas. Donc moi, j'ai fait beaucoup de reportages quand j'étais au Parisien et je pense que ça m'a appris énormément. Et puis après, je suis partie à Libé. Où j'étais D'abord, j'étais au service enquête au Parisien. Ça a été mon premier move après la locale. Et puis ensuite, je suis partie au service Société de Libé, où j'ai fait de l'enquête aussi. Puis après, au Nouvel Obs. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? 20 ans. Mon premier boulot, c'était il y a 20 ans. J'ai 43 et j'avais 23. Et par contre, j'ai fait de la locale pendant 4 ans, je pense. Donc, ça doit faire entre 10 et 15 ans que je fais ce que je fais là. Mais sans indiscrétion, tu sais que tu fais pas ton âge. Voilà, je l'ai. Je l'ai quand même. Ah, ok. Ouais. Et t'es revenu sur quelque chose d'intéressant. T'as dit que la presse ne va pas très bien. C'est vrai que les journalistes sont aujourd'hui très stigmatisés, plutôt mal perçus. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, je pense que quand on est mal perçu, il faut toujours se remettre en cause. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas expliquer ce qu'on fait.
Et ça veut dire ça veut pas dire qu'on le fait mal, parce que moi j'ai une grande confiance dans la presse, surtout la presse écrite. Après, on peut parler des médias télé, c'est un petit peu différent, surtout aujourd'hui, qui ont été rachetés par le groupe Bolloré, etc. Donc là, on est face à vraiment des difficultés et je pense qui entachent toute la profession. C'est-à-dire que quand on voit des médias aussi orientés, qui manipulent les faits, qui manipulent la vérité, c'est un doute après qui va faire tache d'huile sur toute la profession. Mais moi, de ce que je connais de mon métier, surtout les journalistes de presse écrite, c'est ce que je connais le mieux. C'est vrai que je pense qu'il y a une grosse défiance par rapport à nous qui est très injustifiée et qui vient probablement du fait que les gens ne savent pas comment on travaille. Et donc pensent qu'on va raconter n'importe quoi, enfin certains en tout cas, qu'on vérifie pas nos informations, qu'on n'enquête pas, qu'on fait pas de reportage, qu'on est manipulé par les politiques, qu'on est manipulé par les actionnaires. Donc en fait, je pense qu'il y a un manque aussi de pédagogie sur la façon dont on travaille. C'est un vrai problème aujourd'hui, qu'on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à résoudre. Et tu penses que cette défiance-là, parce que je pense qu'elle a toujours quand même existé, mais là, elle est beaucoup plus exacerbée, je trouve. Oui, parce qu'elle est manipulée parce qu'elle est manipulée par certains groupes de presse, par certains actionnaires qui ont dans leur tête un agenda politique et qui cherchent en fait, qui cherchent à remettre en cause tout ce qui est le journalisme un petit peu classique pour faire un journalisme d'opinion, un journalisme d'idéologie, un journalisme qui est prêt à tordre les faits, comme je disais. Et je pense qu'il y a vraiment, du coup, ça déclenche une vraie crise de confiance de la part des lecteurs, quoi, de la population. En fait, ils n'ont plus du tout confiance en nous. Mais ça vient aussi du fait, c'est un peu un cercle vicieux, ça vient aussi du fait que économiquement, on n'est plus indépendant. En tout cas, avec la baisse du papier, parce que c'est l'économie de la presse écrite, c'était quand même une économie qui était basée sur le papier, la vente du papier. C'était de ça dont on retirait nos revenus. Et évidemment, plus on gagne de l'argent, plus nos groupes sont bénéficiaires et plus on est indépendant. Et comme là, les revenus de la presse écrite sont en baisse, que c'est des actionnaires qui nous font vivre, hein, en fait, hein, on a un peu des... Il n'y a aucun journal aujourd'hui, à part si, je pense, Le Monde, Télérama, enfin, il y a quelques journaux qui sont excédentaires, enfin, qui sont en tout cas bénéficiaires. Mais sinon, les autres perdent de l'argent. Et donc, c'est des actionnaires qui rachètent ces groupes de presse, qui les font vivre. Et je pense que à partir de ce moment-là, il y a une défiance qui naît. Pourquoi ces actionnaires financent des journaux et perdent de l'argent, si ce n'est pour les influencer, en fait. Enfin, de façon caricaturale, c'est ça qui se passe. Et justement, là, tu parles de défiance, etc. Tu parles de racheter des journaux, enfin des médias. Tu as vu qu'ils sont quand même allés, ces milliardaires, jusqu'à acheter une école, acheter une école de journalisme. Ouais, tout à Donc, fait. quel est l'objectif pour toi? Ah ben non, mais bien sûr que en fait, cet agenda, elle est dans la tête de beaucoup de gens qui investissent dans les médias. Il y a un agenda politique, évidemment. Et ils sont prêts à aller jusque très, très loin. Enfin, on a vu ce que Bolloré a fait dans les médias qu'il a rachetés. Enfin, c'est-à-dire ça ne l'a jamais dérangé, quand il a racheté le JDD, de licencier absolument toute la rédaction, mis à part, je pense, 2-3 personnes, pour la remplacer intégralement par des journalistes qu'il a choisis. Donc il est prêt à... En fait, il ne s'en cache même pas. Enfin, lui, pour le coup, c'est d'une façon complètement décomplexée. Il rachète des journaux pour imposer son agenda politique, pour imposer des idées, même si elles sont fausses, travestir les faits. On l'a vu à plusieurs reprises, des unes du JDD qui relayaient des faits tout simplement faux. Donc voilà l'exemple d'un groupe de presse qui ne cache pas son agenda. Pour les autres groupes de presse, on peut discuter. C'est moins visible, c'est moins décomplexé, en tout cas. Ouais, mais quand même, quand tu vois qu'il y a un mouvement Ouais. de milliardaires qui achètent des médias, tu sais que derrière, il y a quelque chose. Il y a un agenda, comme tu dis. Mais après, effectivement, c'est plus affiché chez certains, mais ça n'empêche que chez d'autres, tu sens que
Il y a quelque chose. Oui, mais alors devant ce doute, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs réactions possibles, je veux dire, face à cette méfiance qui naît. Il y a le choix de Bolloré, d'afficher clairement la couleur. Moi, voilà, je rachète pas des médias pour être. Je suis pas un mécène, en fait. Moi, j'ai une idée derrière la tête et je m'en cache pas. Donc ça, c'est un cas quand même assez caricatural. Et après, il y a d'autres attitudes possibles. Par exemple, je dis pas ça parce que moi, je travaille au Nouvel Obs, donc de façon tout à fait décomplexée. Enfin, je veux dire, soyons transparents. Le Nouvel Obs appartient à un groupe détenu par Xavier Niel aujourd'hui. Et lui, il a eu un autre choix, il a eu une autre attitude par rapport à cette méfiance. Il a transféré toutes ses actions au sein d'un fonds pour l'indépendance de la presse. Et donc, statutairement, il ne nous détient plus. Le fonds nous détient. Voilà, c'est comme un espèce de coffre-fort dans lequel il a mis toutes ses actions. Donc, il y a Le Monde, Télérama, Courrier International, Nouvel Obs. Il a fait ça pour ne pas être suspect de vouloir faire de l'entrisme éditorial au sein de ces journaux. Voilà. Il a donné une indépendance financière à tous les journaux qu'il avait rachetés. Et donc une indépendance éditoriale par la même. Mais là, ça va jusqu'à racheter des écoles de journalisme et même, parce on va y revenir après, des éditions littéraires. Oui, tout à fait. Donc ça va quand même loin, ces histoires. Ça va très loin et de façon... c'est inédit, je pense, dans l'histoire du paysage médiatique français. En tout cas, moi, en tout cas, j'ai pas d'exemple similaire. Et c'est très inquiétant. Ouais, parce que je crois qu'ils détiennent 90% des éditions, en fait. Des grosses éditions, en tout cas. Moi, ce que j'ai vu. Ouais, Donc, je sais pas ça. J'ai pas les chiffres en tête. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vu une info qui disait en tout cas 90%. Après, le reste, c'est des Après, éditeurs. le monde de l'édition, aujourd'hui, c'est comme le monde de la presse. C'est un milieu qui, économiquement, ne va pas très bien. Ouais. Et donc, c'est un milieu qui, forcément, est à la merci d'actionnaires qui peuvent ou non avoir des arrière-pensées. Donc, on parlait d'édition. Donc, à part journaliste, toi, t'es auteur. Donc, tu as écrit combien de livres? J'ai écrit 3 livres. D'accord. Le premier, c'est sur l'UMP. Ouais. Pourquoi tu t'as écrit ce livre? Tu l'as écrit en 2012? 2014. 2014, ok. Pardon, Ouais. autant pour moi. Je m'en souviens bien. Parce que Bah, c'est le premier. j'ai un moyen... Ouais. Tout à fait. Non, mais j'étais enceinte de ma fille, donc ok. quand je l'ai écrit, donc en fait, c'est une date dont on se souvient. Ah oui, bien oui. Voilà. Et pourquoi avoir écrit ce livre-là? En fait, je travaille à Libé à l'époque et on est vraiment dans une période où il y a des affaires politiques très importantes. C'est les grosses affaires politiques. Il y a l'affaire Cahuzac, par exemple. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Bien sûr. Voilà. On est vraiment dans une période où Nicolas Sarkozy se présente pour la deuxième fois. Il échoue, mais on sent qu'il a envie de revenir à la prochaine présidentielle. Il est toujours très, très influent. Il est très puissant à ce moment-là. On a donc la gauche au pouvoir, Hollande au pouvoir. Bref, on travaille beaucoup sur le pouvoir politique. J'enquête beaucoup sur le pouvoir politique. Et c'est à ce moment-là qu'à Libé, on va sortir l'affaire Big Malion sur les frais de campagne de Nicolas Sarkozy, sa campagne 2012. Ah, c'est vous qui sortez le scoop? Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, à Libération. Et donc, donc je sors ce papier, on fait la une, les folles factures de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et là, l'UMP explose totalement après ces révélations. On découvre qu'en fait, on découvre pas, on le savait, mais qu'au sein de l'UMP, il y a une guerre sanglante entre ses principaux chefs. On a Jean-François Copé d'un côté, on a Nicolas Sarkozy de l'autre, on a François Fillon en embuscade, qui a perdu la guerre pour présider l'UMP quelques mois avant, donc il se venge de Copé. Bref, ça tire dans tous les sens. C'est vraiment un règlement de compte à hockey choral. Voilà, donc l'affaire prend énormément d'ampleur aussi pour ces raisons. Et puis parce qu'on va découvrir qu'il y a 20 millions de factures de Nicolas Sarkozy qui n'ont pas été déclarées au compte de campagne. Et donc, dans la foulée de ces révélations, je fais un livre tout de suite parce qu'en fait, j'ai tellement de matière que les articles, je pourrais écrire 3 pages ou 4 pages tous les jours dans Libé, ça suffirait pas. Et puis de toute façon, c'est pas sûr qu'ils en veuillent. Enfin, je vais dire, voilà, on peut pas feuilletonner comme ça. Donc, en fait, je suis contactée à ce moment-là par une maison d'édition qui me propose de faire un livre et je dis tout de suite oui. Ah bah, de toute façon, il fallait.
vu que tu avais beaucoup de choses à dire, je pense que c'était la bonne idée, en fait. Donc, ok, ça, c'était le premier de 2014. Et ensuite, là, on va faire un focus pardon, sur le premier de 2020, Vendetta, sorti en juin 2020, donc juste après la période difficile du confinement. Donc, merci pour ce cadeau, en tout cas. Il devait sortir au tout début du confinement, je crois, une semaine après le début du confinement. Ils ont annulé la sortie, du coup. En tout cas, Voilà. quand il est sorti, moi, je sais plus comment je suis tombé dessus, mais je suis tombé dessus. Et même petite anecdote, j'avais dit à un ami, va le prendre. Il l'a pris et on a discuté là-dessus. Donc, pourquoi avoir écrit ce livre-là, justement, sur les héritiers de la brise de mer? Alors ce livre, l'histoire de ce livre, ça commence, je sais pas où on pourrait commencer. En tout cas, moi, travailler sur le crime organisé corse, la mafia corse, ça fait très longtemps, depuis que je suis toute jeune journaliste, ça m'intéresse. Et T'as- t'as- je sens qu'il y a une matière passionnante, assez sous-traitée en fait. Peu de journalistes s'y intéressent. À l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est la Corse, c'est loin, je pense qu'il y a ce petit facteur-là. Je crois que vous êtes. Je crois qu'il y Et a Jacques Folloroux, Vincent Noisy, je voilà, crois. ouais, ça c'est eux qui font les parrains corse. Après, il y a Hélène Constanti, Constanti, voilà, exactement. qui a fait un ou deux livres dessus. Et puis, je crois qu'à l'époque, c'est tout, non? Peut-être que depuis, il y en a plus, mais je pense qu'à l'époque où moi, je commence à m'intéresser, il n'y a que ça. Ouais, je Il n'y a pense que c'est ça. que Folloroux, Nousy et Constanti qui s'y Pierre Péon intéressent. aussi. Pierre Péan. Dans non, pas Compromission, comment il s'appelle son livre? Ouais. Je crois que c'est Compromission. C'est ça, hein. Et il parle de la Corse. Mais c'est pas que sur la Corse, mais il parle de la Corse, c'est ça? Non, il y en a un où il te parle vraiment de la Corse. Il te fait un focus là-dessus. En fait, il te raconte toute l'histoire des plus anciens jusqu'à 2008, je crois. Ok, bon, je l'ai même pas lu. Bon, c'est pas bien. Voilà, bon, il faut que je le lise. Ok, celui-là, je l'ai Ouais, pas lu. il parle en fait des carbones spirituaux jusqu'à 2008. À peu près quand il te dit, bah, à peu près tout, pas ton point de départ à toi, mais presque, Ok. on va dire. Et il te parle, en gros, il te donne les chiffres, il te dit qu'après, je crois, 2008, il y a énormément de règlements de compte en Corse. Après, je trouve que c'est des successions, en fait, Voilà. c'est des passages de témoins que vous avez fait. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, moi, je suis jeune journaliste et ça m'intéresse beaucoup. Je me dis qu'il y a vraiment des choses à creuser, qu'il y a tout un des pans de cette histoire qui sont un peu, qui restent dans l'ombre, en fait. Que tous les gros voyous corses sont pas seulement des voyous. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont un pied ils ont un pied dans la société. Soit ils ont un pied dans le monde politique, soit ils ont un pied dans le monde économique. En tout cas, ils sont pas isolés, en fait. Ils sont pas, comment dire, ils sont pas en bordure de la société et ils ont un lien très fort avec le pouvoir politique à Paris. Je ne parle pas du pouvoir politique en Corse. Donc en fait, c'est une criminalité qui est intéressante aussi parce qu'on se rend compte qu'elle a vraiment des appuis partout. Que ça dépasse en fait voilà, une criminalité qui serait locale et qui s'exercerait simplement sur l'île, même si c'était que ça m'intéresserait, mais il se trouve que ça va au-delà. Donc je commence à travailler sur ces sujets de plus en plus et survient l'assassinat de Bastia Porretta. Donc là, on est en décembre 2017. 2 personnes sont tuées à l'aéroport de Bastia Porretta. Et moi, il se trouve que j'atterris en Corse 2 jours après pour un reportage. C'était pas du tout en lien avec ça, mais j'atterris en Corse 2 jours après pour un reportage sur la politique. Donc bon, évidemment, toute l'île ne parle que de ça. Moi, à l'époque, les histoires de brise de mer, ça, c'est loin, quoi. Je l'ai lu dans des livres, mais ça me paraît loin. Et là, je me rends compte qu'il y a des jeunes héritiers de la brise de mer qui ont à peu près mon âge, je pense, à l'époque, qui sont un petit peu plus jeunes que moi, et qui ont tué 2 hommes pour venger leur père et pour faire revivre la brise de mer, etc. Donc en fait, je m'aperçois que cette réalité, elle est encore très d'actualité. Qu'en Corse, dès qu'on en parle, tout le monde connaît l'histoire de la brise de mer, mais personne n'en parle vraiment, personne ne prononce vraiment les noms parce qu'en fait, elle fait encore peur. Et moi, en fait, c'est tout bête, mais j'ai envie d'en savoir plus et je trouve pas. En fait, j'ai pas d'accès
je trouve pas de littérature, je trouve pas de même littérature policière, etc. à ce sujet. Et donc je me dis, en fait, faut faire un livre là-dessus. Voilà. Et je me dis, moi j'ai envie de faire un livre là-dessus, j'ai envie d'écrire sur l'histoire de la brise de mer, j'ai envie d'écrire cette histoire qui remonte à la fin des années 70 et qui se mêle en fait à quelque chose de très actuel avec ces jeunes hommes qui aujourd'hui vengent leur père un peu comme au temps de la Vendetta d'il y a 3 siècles. Donc en fait, il y a tout qui est mêlé dans cette histoire. Il y a une histoire très actuelle, une histoire de politique, et une histoire un peu ancestrale, quoi. C'est l'histoire de la Corse. Pourquoi il y a cette tradition de vendetta? Pourquoi moi, dans mon monde parisien, quand je parle avec des gens et que je leur dis venger son père, c'est quelque chose qui vous parle, c'est-à-dire se faire justice soi-même et ne pas faire confiance en la justice, non. Et quand on en parle en Corse, oui. Donc voilà, c'est tout ça que j'avais envie d'étudier. Tu l'as coécrit avec Marion Galland. Faut pas oublier Marion, Ouais. effectivement, qui est une journaliste du coup installée à Ajaccio, qui vit à Ajaccio et qui est journaliste à la RCFM, à la radio locale. Et ça t'a pris combien de temps pour... Enfin, ça vous a pris justement combien de temps pour écrire ce livre-là? Je pense que moi, l'idée, elle est venue très vite. Donc, en fait, quand j'écrivais j'étais au Nouvel Obs à l'époque. J'y suis toujours, quoi, mais à ce moment-là, je suis déjà au Nouvel Obs. Et je fais beaucoup de papiers. Suivant le double assassinat de Porretta, je fais des papiers sur Jacques Mariani, je fais des papiers un peu sur tous les protagonistes. Et en fait, en faisant ces papiers, j'ai dans ma tête que je vais en faire un livre. Donc l'enquête, elle se fait comme ça au fil du temps. Et la vraie décision de faire un livre, je pense qu'elle intervient peut-être en 2018-2019. Donc ça nous a pris peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je pense que voilà, ça. En filigrane, parce qu'on travaille toutes les deux. Elle est à la radio, moi je suis au Nouvel Obs. Je travaille pas du tout que là-dessus, donc j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et de temps en temps, pendant nos semaines de vacances, on va éplucher les archives. On a accès à des archives policières qui n'ont jamais été explorées. On a accès à des gens. Et donc voilà, on travaille comme ça, on tricote, on s'arrête, on se penche sur les archives, on se remet dans notre vie quotidienne. Et puis après, on prend un temps pour écrire, pour le coup. Ça, on prend un vrai temps off de nos métiers respectifs pour se mettre à écrire. On va revenir un peu sur quelques thématiques. Donc tout à l'heure, tu parlais de la brise de mer. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la brise de mer, s'il te plaît? Alors, la brise de mer, c'est un clan criminel corse qui est probablement le clan le plus important en France. Depuis l'après-guerre, probablement. Ça s'appelle la brise de mer parce qu'au début, c'est une bande de copains qui se retrouvent dans un bar à Bastia, sur le port. Il y a un vieux port à Bastia qui est assez petit, qui est très joli d'ailleurs, qui est très touristique aujourd'hui, mais à l'époque, qui ne l'était pas. Et encore, il ne l'est pas énormément. Bastia est beaucoup moins touristique qu'Ajaccio, donc ça reste un petit peu un endroit qui est prisé par les Corses, en fait, qui vivent. Et il y avait un bar qui s'appelait la Brise de Mer, ils s'y retrouvaient. Et donc, dans ce bar, il y a des jeunes, à l'époque, qui sont plutôt issus de bonnes familles. Il y a le fils d'une institutrice, par exemple, le fils d'un fonctionnaire. C'est pas du tout des gens qui sont à la marge de la société. C'est des gens qui sont très intégrés, qui ont fait des études. Dans les fondateurs qu'on considère, en tout cas comme un personnage fondateur de la brise de mer, il y a un jeune homme qui fait des études de droit. Voilà. Et comment ils vont dévier à ce point-là, on ne sait pas, on n'y était pas. En tout cas, toujours est-il qu'ils vont côtoyer une autre personne qui va devenir l'un des fondateurs de la brise de mer, qui s'appelle Francis Mariani, qui lui est un peu différent des autres à l'époque, qui a déjà versé dans le grand banditisme, qui est connu pour des braquages, qui a fait des prisons. Est-ce que c'est lui qui va leur donner cette envie et cette idée? Peut-être. En tout cas, ils vont commencer à vouloir un peu régner sur l'économie de la Corse. Donc il y a 2 choses. Il y a les braquages. Ils vont ils vont commencer à braquer en Corse. Ça, c'est vraiment une nouveauté parce qu'avant, les voyous, les bandits corses allaient plutôt sur le continent. Donc là, ils vont braquer en Corse. Ça, c'est une de leurs activités. L'autre étant de racketter tous les commerces qui sont présents à l'époque et qui rapportent de l'argent. Donc c'est un peu le secteur du milieu traditionnel, boîte de nuit, restaurant, hôtel. Et pour ça,
parce que la place est déjà prise quand même. Il y a déjà des voyous en Corse, il y a déjà des voyous qui occupent ces emplois et cette activité. Ils vont quand même aussi se faire connaître par leur brutalité extrême. Et des assassinats en fait qui vont s'enchaîner fin des années 70, début des années 80. Ils vont éliminer tous les membres du clan qui leur préexistait en fait, avec particulièrement de violence. Ils vont tuer tous les... Dans une famille, par exemple, s'ils tuent un homme, ils vont tuer après tous les frères pour être sûr que les frères ne se vengeront pas. Lors d'un de ces assassinats, il y a un berger qui va assister au fait, qui pourrait donc être témoin parce qu'il a vu l'assassin. Ils vont aller le tuer dans son champ, puis il sera blessé, donc ils iront l'achever dans sa chambre d'hôpital. Si je raconte ça, c'est parce qu'en fait, il y a une mythologie qui va se mettre en place autour de la brise de mer. Et en Corse, c'est très important, ce début, ces prémices, parce qu'ils sont tout de suite considérés comme des hommes violents, tueurs, impitoyables. Et donc, ils vont ensuite, une fois qu'ils auront posé ça, ils vont inspirer la terreur à tous ceux qui vont croiser leur chemin pendant 40 ans. Ah, c'est terrible. Oui. C'est terrible. Et donc pendant 40 ans, mais en même temps, donc il y a plusieurs leaders et il y a quand même de l'ego, forcément, et il y a des tensions aussi qui commencent à naître, notamment entre deux personnes qui va amener à l'implosion au final du groupe. Voilà, c'est ce qu'on... En fait, en travaillant sur ce clan criminel et puis en ayant pu parler avec des proches et puis avec des policiers qui les ont très bien connus, on s'aperçoit qu'ils ont eu une puissance extrême pendant 30 ans à peu près. Qu'ils ont toujours réussi parce qu'ils avaient des infiltrés, enfin ils avaient des informations au sein de la police, ils avaient des informations dans le monde judiciaire, donc ils ont toujours réussi à s'en sortir judiciairement. Ils n'ont jamais été condamnés, même quand ils allaient à des procès, jusqu'au procès avec des preuves, etc., ils étaient tout le temps acquittés. Et que ce qui va les perdre, ce qui va causer leur perte, en fait, c'est des dissensions internes. On a d'un côté Francis Mariani et de l'autre côté Richard Casanova, qui étaient vraiment deux grosses figures de la brise de mer. L'un plutôt réputé comme brutal, et c'est un euphémisme. L'autre plutôt réputé comme un homme intelligent, c'était un peu le diplomate de la bande et un peu le politique aussi. C'est lui qui avait les contacts avec les politiques, c'est lui qui avait les contacts a priori avec les policiers. Ils ont tous les deux beaucoup d'ambition et ils vont être persuadés que l'autre veut le doubler. Et donc là va commencer une dissension interne au sein de la brise de mer. Le premier acte de la fin de la brise de mer, en fait, c'est l'assassinat de Richard Casanova dans le sud de la Corse et qui va ensuite déclencher des assassinats des deux côtés de cette bande qui s'est scindée en deux et qui va causer leur perte. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les noms, etc. Parce que ça, je pense qu'on va perdre tout le monde. C'est pour ça que je reste volontairement flou, mais qu'on comprenne bien en fait ce qui s'est passé. Et puis, surtout, ce qu'on en retient, c'est que ce n'est pas l'État qui est venu à bout de la brise de mer. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Mais justement, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'il y a Richard Casanova avait des acquaintances politiques. Mais acquaintances politiques avec qui? Avec quelles acquaintances, en fait? Alors, en fait, on ne l'a jamais su. Hein. On ne le sait toujours pas. Les archives ne sont pas déclassifiées le concernant. Il y a il y a une espèce de légende en plus qui entoure Richard Casanova, qui naît de sa personnalité. C'était quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de très intelligent, de très beau. On voit les photos qu'on retrouve de l'époque, etc. Donc tout ça, ça participe forcément de sa légende. Par ailleurs, il avait un lien très fort avec Michel Thomy. Michel Thomy, je recadre un petit peu, qui est un Corse, né dans un petit village du centre de l'île et puis qui est devenu multimillionnaire, multimilliardaire peut-être même, on ne sait pas, en ouvrant des casinos en Afrique en fait. En ouvrant des casinos, mais avant d'ouvrir des casinos, il fait fortune en ouvrant le PMU. Le PMU, ouais. Voilà, le PMU africain. En se rapprochant des chefs d'État.
africains, avec qui il devient aussi très proche, avec qui il développe des liens quasi filiaux. Comme il dit, moi je ne lui ai pas parlé directement, mais j'ai parlé à ses proches. Michel Thomy dit, en fait, entre les liens que l'on a, nous, en Corse, dans la société corse, c'est très proche des liens qui existent dans la société de certains pays d'Afrique. Et donc les Corses, les Africains, on se comprend, on se connaît, bref, voilà. Donc il a réussi à développer un empire. Richard Casanova a des liens quasi filiaux avec lui. Michel Thomy le considérait comme son fils. Donc il a une manne financière à disposition qui est Illimité quasiment. illimitée. On peut même, je pense, même enlever le quasiment, c'est illimité. Et à travers ça, à travers Michel Thomy, et puis probablement d'autres canaux, on ne sait pas, il va être, d'une façon ou d'une autre, utilisé par l'État. On le sait, Richard Casanova, il est proche des services extérieurs, de la DGSE, a priori. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Il est protégé, en fait. Il est protégé par l'institution, il est protégé par l'État. Quand il est condamné, la date de sa condamnation, je ne sais plus. C'est pas grave. Mais en tout cas, bon, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas donner la date. Il est poursuivi dans un dossier judiciaire, il est condamné. Il part en cavale et sa cavale va durer 16 ans. plus de 15 ans, ouais, c'est ça, 16 ans. Et pendant cette cavale, il ne change quasiment pas de mode de vie. Donc on s'aperçoit qu'il va voter aux élections dans la mairie de son village. Il a 2 enfants, il va les reconnaître. Donc, en fait, il ne se cache pas, mais c'est juste qu'il n'est pas recherché, quoi. C'est juste qu'il est protégé par l'État. Et à un moment donné, il y a même un haut policier, un haut fonctionnaire de police qui va retirer sa fiche de recherche des fichiers. Donc, il ne sera officiellement plus recherché. Quel service il a rendu à l'État ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi est-ce qu'il est protégé comme ça ? En fait, jusqu'à aujourd'hui, on ne le sait pas. Après, je pense en tout cas que lorsque on est établi en Afrique, on est français peut-être établi en Afrique, on aide peut-être les services d'une façon ou d'une autre. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il a peut-être donné des... Enfin, je suppose, hein, Il a peut-être donné donné des des informations, renseignements oui. par rapport au fait que lui était en Afrique. Oui. Je pense, hein. Une des thèses aussi est que, parce que Richard Casanova, c'est un homme qui est issu des milieux nationalistes. On est aussi à une époque en Corse où il y a des mouvements nationalistes très forts et très violents, on le sait. Et Richard Casanova, il va faire ses armes au sein du FLNC quand il est jeune. Donc il a gardé des liens très proches avec des nationalistes. Et à cette époque-là, l'État lutte contre les nationalistes en Corse. Est-ce qu'il a donné des infos sur ses anciens copains ? Est-ce qu'il a aidé les flics à pénétrer un peu dans ces milieux-là via ses connaissances C'est une hypothèse. Et donc, pour en revenir justement à la fin de la brise de mer, maintenant il y a l'histoire d'héritiers. C'est-à-dire qu'il y a 2 clans donc, issus de Francis Mariani et Francis Mariani et Francis Guazzelli, c'est Oui, ça. c'est ça. Et Ouais. donc les héritiers, les enfants, et de l'autre côté, il y a le clan issu de Richard Casanova qui vont s'affronter finalement. Parce qu'il y aura des morts des 2 côtés, justement pour aboutir à le double assassinat de l'aéroport. Bon, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, justement sur la suite? Oui, alors la suite, en fait, elle naît de quoi ? Elle naît de cette scission. On a donc un groupe d'amis très proches, dont les enfants sont presque élevés ensemble, ils passent leur vie ensemble. Hein. C'est pas que des collègues de travail, si j'ai envie de dire, c'est aussi des amis. Et puis, forcément, quand il y a les premiers différends qui arrivent, ils sont... de toute façon, dans ce monde-là, ils ne peuvent pas en être autrement, ils sont sanglants. Donc, en fait, les anciens amis s'entretuent. Et chacun laisse des fils, en fait, derrière lui. Donc Francis Mariani a un fils qui s'appelle Jacques Mariani, qui est tombé très tôt dans le grand banditisme. Hein. Il est condamné très jeune, puis il va être condamné pour un assassinat, puis il va être condamné pour un racket. Enfin, c'est un homme qui a fait plus de 30 ans de prison. On est plus proche des 40 même. Voilà, maintenant, oui, parce que c'est vrai que je dis ça, c'était au moment où j'écrivais le livre. Mais bon, comme ça fait il y a 5 ans, maintenant, on est plus proche des 40 ans que des 33 ou 34 ans, là, comme on écrit dans notre bouquin. Francis Guazzelli va laisser 2 fils, en fait, Richard Guazzelli et Christophe Guazzelli, qui va élever
en fait, dans l'espoir, vraiment, avec une volonté affichée qu'ils sortent de ce milieu-là et qu'ils aient des vies plus conventionnelles. C'est un des seuls qui va faire ça, en fait. Hein. Donc, son fils aîné va faire des études. À un moment, je crois qu'il part même faire une école de commerce à Londres ou quelque chose comme ça. Ça, c'est Richard Guazzelli. Et puis, Christophe Guazzelli, le second, lui est un très bon joueur de foot. Dès tout petit, il rêve de devenir joueur de foot professionnel. Donc, il va partir à Clairefontaine, au centre d'entraînement des jeunes potentiel champion, puis il va jouer à Monaco, puis... enfin voilà, il va commencer une carrière de joueur de foot professionnel. Donc il est loin de la Corse, il est loin de son milieu, il est loin de tout, et c'est vraiment ce que voulait Francis Guazzelli. Sauf que, après l'assassinat de Richard Casanova, les proches de Richard Casanova vont vouloir le venger. Et donc ils vont se tourner vers l'autre côté de la brise de mer, l'autre clan. Et Francis Guazzelli, donc le père de Richard et Christophe, va être tué peu de temps après, en 2009, laissant deux fils âgés d'une vingtaine d'années qui, à ce moment-là, au moment de la mort de leur père, alors que tout a été fait pour qu'ils empruntent d'autres chemins, vont plus avoir qu'une idée en tête, c'est de le venger. Et c'est ce qu'ils feront à l'aéroport de Bastia-Porretta en 2017. Mais pourquoi l'autre clan, en fait, s'imagine que, enfin, veut se venger de tout le monde? Parce que si ils doivent peut-être se venger de l'assassin, mais l'assassin, je crois, meurt avant. Mais pourquoi, en fait, ils veulent se venger des autres? En fait, à partir du moment où il y a un assassinat qui est commis, comme celui de Richard Casanova, le principe est que tout le monde était d'accord pour le tuer. Donc il suffit pas de se venger d'une seule personne, qui serait la personne qui a appuyé sur la gâchette. C'est avéré, ça, qu'ils étaient tous d'accord. C'est ce qui... C'est ce qui se transparaît. C'est ce qu'ils pensent, en tout cas. Avéré, non, ce genre de choses, je l'ai jamais. Personne n'est à cette réunion où l'assassinat de Richard Casanova, par exemple, aurait été décidé. Si cette réunion a eu lieu, hein, on ne sait même pas. Mais en tout cas, l'état d'esprit de cette époque-là, au sein de ces deux clans de la brise de mer, si on en tue un dans un clan, ça veut dire que de l'autre côté, tout le monde était d'accord. Donc, ou alors, ils n'ont rien fait pour l'empêcher et ils méritent tous de Ah, mourir. ça, c'est différent. Oui, mais je pense que dans leur mentalité, ça ne l'est pas. C'est pareil, en fait. Voilà. Ok. Et donc, il y a il y a double assassinat. Donc, en fait, la bascule se passe justement par rapport au décès enfin, à l'assassinat de Francis Guazzelli. Donc, la bascule se fait, surtout que Christophe est très, très proche de son père, quasiment une relation. Oui, d'adoration, d'admiration totale. Oui, oui. Exactement. Donc, Ouais. après, ils préparent justement leur vengeance en rentrant dans les histoires de trafic, en s'associant, je crois, avec des gens de Marseille qui sont décédés aujourd'hui. Tout à fait. Et donc après, à double assassinat, ils se font attraper. Bref, il y a eu... En tout cas, pour en revenir à ce livre-là, euh, est-ce que tu as eu vous avez eu des menaces par rapport à ça? On a eu... Parce qu'à ce moment-là, il y a une présomption d'innocence, parce qu'il n'y a pas de jugement. Oui, alors, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, il y a le côté juridique. Il n'y a pas de jugement à l'époque, effectivement. Mais dans l'enquête, en fait, sur le double assassinat de Porretta, il s'est passé quelque chose d'assez inédit. Judiciairement, ça n'arrive quasiment jamais. C'est qu'en fait, les fils, ceux qui ont vengé leur père, avaient tous des téléphones qui pensaient être cryptés et sur lesquels ils se sont parlé pendant tous les mois où ils ont préparé cette vengeance, puis ils l'ont commis, en pensant que leur message ne serait jamais retrouvé. Donc en fait, on a eu la preuve enfin, écrite elle était impossible à remettre en doute et remettre en question que cet assassinat avait bien été fomenté par les fils, par les héritiers de la brise de mer. Donc à partir de là, non, mais ça c'est une partie. L'autre partie qui est très importante, c'est qu'ils ne le contestent pas. Ils ne l'ont jamais contesté devant la justice d'avoir commis ce double assassinat. Ils avouent pas, mais ils contestent pas. Exactement. Donc à partir de là, à partir de ce constat, on était assuré qu'on ne bafouait pas une présomption d'innocence à partir du moment où les personnes qui étaient accusées de l'avoir fait ne le contestaient pas.
Donc d'un point de vue juridique, nous n'avons pas eu de problème de ce côté-là. Le problème est venu d'un autre côté qu'on ne soupçonnait pas, qui est venu de Jean-Luc Germany. Donc pour les gens qui ne connaissent pas bien cette matière-là, Jean-Luc Germany est une personne qui est considérée par les autorités comme un des membres du grand banditisme aujourd'hui les plus puissants, corse, en tout cas insulaire, corso-marseillais, et qui était le beau-frère de Richard Casanova, donc qui se situe dans l'autre entité de la brise de mer si on considère qu'elle s'est coupée en deux. Et Jean-Luc Germany a attaqué le livre, ouais, pour faire en sorte qu'il ne soit pas publié. Parce que dans ce livre, on relate aussi une sonorisation. Une sonorisation, c'est des micros en fait qui ont été mis dans la cellule de prison de Jean-Luc Germany, où il explique un petit peu toute sa vie, son œuvre, comment on fait pour racketter des gens, ce qu'il pense de l'assassinat d'un tel et un tel. Enfin voilà, ça dévoile un peu les secrets de Jean-Luc Germany. Et à l'époque, c'est la première fois que vraiment cette personnalité émerge et qu'on révèle ses secrets. Et ça, Il a revendiqué des choses. Il revendique pas d'assassinat, non, dans cette Mais sonorisation. il commente certains assassinats qui se sont passés. Oui, c'est ça. Okay. Et il ne supporte pas, je pense, que ce soit écrit, noir sur blanc, et donc il attaque la sortie du livre. Et il perd. Donc le livre sort. Mais vous avez eu des menaces concrètes par rapport à ça ? On a eu des menaces. On ne peut pas dire que ce genre de livre fasse plaisir à tout le monde, oui. On a eu des menaces. Mais moi, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que je n'ai pas envie de donner de l'importance à... Voilà. Bien sûr, non, mais parce que c'est sûr que quand tu écris un livre comme ça... Voilà. Bon, après, on peut parler de ce qui est public, c'est pas... Voilà, oui, bien sûr, non, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que... Non, mais quand j'ai sorti le deuxième livre, qui est un peu la suite de celui-ci, une suite et un peu une fin l'année dernière, là, en 2024, en mai 2024, il y avait des signatures qui étaient organisées en Corse pour le livre. En fait, à chaque fois, quand on sort un livre, il y a des signatures qui sont organisées dans les librairies. Et une des librairies avait été taguée. Il y avait écrit en Lazare, moi, mon nom, quoi, Fora, dehors. En fait, c'est des tags. Et donc, la librairie avait été taguée le matin même du jour où je devais signer. Voilà, mais ça, c'est une menace. Et puis, les tags, encore, ça veut dire quelque chose. Quand on tague des choses sur des murs, c'est que les gens sont vraiment menacés. Donc, voilà. Donc, ça, je peux en parler, c'est public. D'accord. Donc, oui, ces livres, il y a, je pense, pas mal de gens qui n'ont pas envie de les voir publiés. Mais déjà, c'est très courageux de votre part d'écrire sur ce type de sujet, parce que c'est pas évident. Il y a une certaine... on en parlait juste au début, il n'y a pas énormément de gens qui écrivent sur... Pourtant, il y a de la matière. Ouais. Par exemple, si tu prends tout ce qui est mafia italienne, il y a beaucoup de matière. Oui. Parce que peut-être que l'Italie, c'est pas forcément loin, mais c'est pas en France. Mais là, en Corse, on est quand même en France. Les gens ont peut-être peur. Ils aimeraient bien, mais sauter le pas, c'est compliqué. Mais vous l'avez fait. Et avec brio. Bah, c'est gentil, merci. Après, moi, je vois pas... Voilà, c'est vrai que je réfléchis pas comme ça, parce que sinon, je me dis, je vois pas pourquoi ce serait une matière sur laquelle on pourrait pas écrire. Non, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, Et en plus, avec succès, parce que le livre, il est sorti en édition poche. Donc, généralement, quand ça sort en poche, c'est que ça a bien vendu. Oui. Donc, en tout cas, oui. Et que les éditeurs pensent que il sera encore pertinent dans quelques années. Ouais. Voilà. Que c'est un livre qui mérite de durer dans le temps. Et c'est vrai que je pense que pour un auteur... c'est un peu le plus beau compliment qu'on puisse faire à son travail, quoi. C'est de se dire que ce livre, en fait, il va exister dans la durée, dans le temps. Bien sûr. Et quels ont été les retours que tu as eus par rapport à ce livre-là ? En Corse, les retours, ils ont été excellents. Moi, je me souviens de tous les gens qui sont venus à nos signatures avec Marion et qui nous disaient « Mais c'est très important ce que vous faites, c'est très important votre travail, c'est très important que cette histoire soit écrite, soit connue du plus grand nombre. » Et puis, c'était à l'époque, je crois qu'ils n'étaient pas créés. Ah si, ils venaient tout juste de se créer, les collectifs anti-mafia, qui est né vraiment de mouvements citoyens, quoi. Je pense que pour eux aussi, c'est important qu'il y ait des journalistes qui travaillent sur ces questions-là. Ça permet vraiment de lever, le tabou qu'il y a autour de ces sujets, l'impunité dont peuvent bénéficier certaines de ces personnes. L'omerta.
Fameuse omerta. Ouais, non, mais c'est franchement, félicitations à vous, hein. Moi, je tiens à te le dire. Moi, comme je te l'ai dit en off, moi, je l'ai acheté dès le début. Et je l'ai lu très, très rapidement. Et franchement, c'est un bon livre, c'est bien écrit. Ça se lit vite. Franchement, en tout cas, je le recommande. Donc, Vendetta, Merci. Qui est en poche, donc. qui est en édition poche. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu parlais de suite. Justement, la suite, la voilà. Le crépuscule de la brise de mer. Sorti l'année dernière, donc le 5... non, pas le 5 mai, mais en mai 2020. Euh, Pourquoi tu as voulu justement écrire une suite, sachant que là, tu l'as écrit toute seule? Oui, alors celui-là, je l'ai écrit toute seule. Marion Galland, avec qui donc j'ai travaillé sur le premier livre, n'avait pas forcément envie de se remettre dans un deuxième, dans une suite, quoi, dans un deuxième livre. Elle a un peu arrêté de travailler sur ce sujet-là spécifiquement, puis elle est plus à la radio, donc elle est plus média radio que presse écrite, tout simplement. Mais juste, attends, excuse-moi, Violette, pas pour te couper, on va revenir Ouais, là-dessus, ouais, mais vas-y. tu m'as dit qu'elle habite à Ajaccio. Elle habite à Ajaccio, ouais. Et elle a écrit un livre sur... Oui. Elle a pas eu peur. Elle a pas eu peur, elle l'a fait en tout cas. Mais après, je peux pas trop répondre à sa place. En tout cas, elle Non, l'a c'est fait. juste parce que je viens de faire un lien, en fait, dans le sens où je me suis dit, elle a Ajaccio quand même, elle a écrit... Ok. Donc, pour en revenir sur la suite, donc tu as écrit la suite toute seule. Pourquoi justement avoir voulu écrire une suite? En fait, quand on s'investit autant, je pense, dans une enquête, comme pour le premier, je parle du premier livre, dans l'enquête pour le premier livre, on peut pas lâcher comme ça, c'est pas possible. On va pas dire du jour j'arrête de travailler dessus. Donc j'ai continué évidemment à m'intéresser aux suites de Porretta, à la suite de l'enquête, et puis une fois qu'on a publié un livre, je pense qu'il y a aussi certaines sources qui viennent te Bien sûr. parler beaucoup plus facilement parce qu'ils voient ce que tu as fait, ils voient la qualité de ton travail, en tout cas ceux qui estiment que c'est de qualité. Il y en a, Oui, voilà. faut le Après, dire. il y en a qui te parlent peut-être plus parce qu'ils sont fâchés de ce que tu as écrit et tout ça. Tu peux te couper. En fait, quand tu travailles, tu te coupes de certaines personnes qui n'apprécient pas forcément ce que tu as fait. Et puis, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Elles ont été plus nombreuses. Les portes qui se sont ouvertes ont été plus nombreuses que celles qui se sont fermées. Et donc les gens te parlent, te racontent des choses. Tu as noué des liens aussi avec des gens. C'est un travail qui est humain. Des gens qui ont vécu ça de l'intérieur et donc qui se confient à toi. Donc moi, je continuais à remplir des carnets, quoi. Je continuais à remplir des carnets de notes, mais à n'en faire rien parce que j'avais pas encore... je savais pas quoi en faire. Je faisais des papiers dans mon journal pour le Nouvel Obs à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Et quand je dis qu'il se passait quelque chose, c'est-à-dire quand il y avait un assassinat, quoi. Donc il y avait des assassinats qui continuaient à Bastia. Et puis les flics me disaient... Vous voyez, celui-là, on ne sait pas qui est l'auteur, mais on pense quand même que c'est la vengeance de la vengeance, quoi. C'est-à-dire qu'après le double assassinat de Bastia Porretta, les fils Guazzelli sont en prison, les autres héritiers de la brise de mer sont en prison, et par contre, de l'autre côté, les fils de l'autre côté sont libres. Donc, est-ce qu'ils ne tueraient pas des proches des Guazzelli, des proches des Michelosi, de tous les jeunes qui sont en prison. Donc, il y a l'oncle d'une personne qui se fait tuer, le beau-père d'un de ses autres héritiers qui se fait tuer. À chaque fois, c'est l'entourage proche, mais c'est un entourage qui n'est pas du tout membre de la sphère du grand banditisme, quoi. C'est vraiment des citoyens lambda, chefs d'entreprise, je sais pas, employés, fonctionnaires, ou je sais pas quoi, qui se font tuer les uns après les autres. C'est parce que eux, en fait, ils payent le fait d'avoir un lien de famille ou affectif avec le clan Guazzelli. C'est ça. Et je me suis dit, ok, pour clore cette histoire, parce que je pense que j'en ferai pas de troisième, il faut raconter, en fait, en forme de, en fait, ça ne s'arrête jamais, quoi. Cette vendetta, évidemment, ne s'arrête pas encore aujourd'hui. Et là encore, j'avais aussi l'impression que ça n'avait pas tellement été écrit. Qu'il n'y avait pas un sens, qu'il y avait des articles qui étaient faits sur chacun de ces épisodes, entre guillemets, ces actualités, ces assassinats, ces règlements de compte, mais qu'il n'y avait pas de lien qui avait été fait. Et donc j'avais envie de le faire. Ah ouais, justement. J'avais envie de donner un sens à ces événements. Tu l'as bien dit, hein, tu dis justement, il y en a un qui travaillait justement parce que lui,
C'était le père d'un des amis de Christophe Guazelli. Tu dis qu'il y en a un qui est décédé chef d'entreprise parce que lui aussi, pareil, Francis Guazelli, il avait des liens avec lui. Il y en a un autre, c'est parce que c'est l'oncle du meilleur ami de Christophe Guazelli. Bref, en fait, à partir du moment où tu as un lien, tu es une cible. Exactement. Et avec là, un sentiment de... Injustice, c'est pas le bon mot, mais un sentiment de... Enfin, on a l'impression que là, il n'y a plus de règles, quoi. Enfin, je veux dire, quand on commence à tuer quelqu'un juste parce que c'est le beau-père d'une des personnes qui est soupçonnée d'avoir tué... Enfin, voilà. Après, c'est peut-être un message que tu fais passer. C'est évidemment un message que tu fais passer, mais c'est le genre de choses qui n'existaient pas tellement il y a 30 ou 40 ans. On a quand même, on a quand même l'impression qu'on a atteint un niveau encore supérieur dans la... Parce que si tu prends le cas en Italie, tu prends le cas de Tommaso Buscetta, le premier repenti. Lui, carrément, ils ont tué ses fils, etc. Pas lui directement. Mais en gros, c'est un message qu'on te fait passer, arrête de parler. Exactement. Et là, en gros, je pense que, étant donné que les auteurs sont en prison, on ne peut pas les atteindre, on va essayer de toucher un peu à ceux qui sont en face, quoi. Peut-être pas forcément les femmes, on va attaquer... Parce que, en gros, moi, en tout cas, de ce que j'ai lu, dans ce qui est écrit, c'est que certaines personnes, ils auraient peut-être apporté une logistique ou un soutien. Donc, peut-être les autres, le sachant, ils disent, ah, bah, en fait, tu as participé peut-être de manière indirecte, tu mérites la mort. C'est ce que moi, j'ai lu, en tout cas, dans ton livre. Tu me dis si je me trompe. Oui, ceux qui ont participé, de toute façon, dans les yeux des autres, méritent la mort. Mais là, ça va au-delà de ça. C'est même pas d'avoir participé, quoi. C'est juste d'être le père de celui qui a participé. Et ça, c'est effectivement, tu as raison, c'est ce qu'on voit dans la mafia italienne. C'est comme ça que fonctionne la mafia italienne. Hein. On tue les enfants, les frères, assez peu les femmes, assez rarement les femmes quand même, mais même les femmes en Italie. Mais encore, ça se passe pas comme ça, normalement. Ça se passait pas comme ça. Les vendettas, je les justifie pas du tout, hein. Je dis pas du tout que c'est justifié, mais en tout cas, les vendettas, elles étaient diligentées contre celui qui a commis le crime, contre celui qui a fourni l'arme, qui a une participation objective. Ou en tout cas, une participation... parce que des fois, il se trompe en plus. Hein. Des fois, il tue quelqu'un en disant c'est lui qui a tué. Bon, c'était pas lui qui avait tué. Donc, de toute façon, c'est ça la justice. Quand on se la rend soi-même, on se trompe. Il n'y a pas d'appel possible, quoi. Mais là, ça va au-delà de ça. Là, c'est juste, t'es le frère, t'es la sœur, t'es le beau-père, voilà, et on te tue. Ça n'a pas été, je tiens quand même à ajouter, pour des raisons que ça n'a pas été prouvé. De toute façon, on ne sait pas qui a fait ça. Non. Mais... Personne n'a été arrêté pour tous ces assassinats. Mais en tout cas, il y a un lien par rapport à... Il y a un lien qui est fait parce qu'ils ont des liens, des acquaintances avec Guazelli, mais on ne sait pas qui a commis les faits. Effectivement, tu as raison de le souligner. Mais je reviens sur le fait que tu dis ça n'a jamais arrivé encore, ça a changé. Bah, je rebondis sur ce que tu as dit avant par rapport à la brise de mer. Eux, quand ils viennent braquer en Corse, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Donc en fait, je pense que ça monte crescendo et qu'il y aura peut-être d'autres choses qui seront faites et qu'on n'aura jamais vues. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que je vois. C'est ce qu'on peut craindre, ouais. Et justement, je vais revenir sur un thème aussi qui était très intéressant, c'est par rapport à la matonne. Oui. Celle qui s'appelle Cathy. Ouais. Qui, en langage trivial, a donné le go, comme on dit, par rapport à l'assassinat de Bastia Porretta, parce qu'elle avait les informations sur les personnes qui sont décédées. Elle, justement, elle n'a pas de problème psychiatrique, d'après ce qui est dit, mais par contre, elle souffre d'une corsicalisation, c'est ça le terme? Oui, ça c'est un expert judiciaire qui s'est fait un peu plaisir, je pense, quand il l'a expertisé, parce que en fait c'est vrai que ce personnage est vraiment énigmatique. C'est une matonne de prison qui vient de région parisienne, qui avait jamais mis un pied en Corse avant d'être mutée à Borgo. Borgo, c'est la prison qui est à côté de Bastia. Celle où c'est les détenus qui surveillent les... C'est ça, voilà. Les matons. Ouais.
Et en fait, elle va commencer à... Après, c'est une femme dont on s'aperçoit que son quotidien est difficile avec son mari. Il y a des hauts, des bas. Elle s'ennuie dans sa vie. Elle lit beaucoup de polars. Et donc, elle regarde beaucoup de séries policières et tout ça. Donc, elle rêve un peu sa vie, quoi. Et puis, elle va se retrouver en Corse. Elle va avoir des détenus devant elle qui sont pas les détenus qu'elle a en région parisienne, qui sont vraiment ce qu'on appelle assez d'ailleurs de façon un peu impropre des parrains, mais en tout cas des gens qui ont une stature comme ça, qui ont un charisme et qui ont une influence sur les autres assez claire. Elle va être fascinée par eux. C'est ce qu'elle dira en plus. Hein. Elle dira, moi j'ai l'impression de m'être retrouvée dans mes romans policiers, quoi. Elle le dira pas comme ça exactement, mais c'est ce que ça veut dire. Et donc elle va complètement perdre pied par rapport à la réalité. Et elle a une faille. Cette faille, c'est cette fascination qu'elle a en fait pour les voyous. Il y a des gens comme ça qui sont fascinés par les voyous, qui sont fascinés par ces trajectoires un peu hors normes. Et donc, le propre d'un voyou est quand même d'avoir une certaine intelligence psychologique et humaine, parce que pour avoir des complicités, il faut repérer les gens qui ont ces failles. Et donc, ils vont tout de suite repérer la faille chez Cathy. Et ils vont se servir d'elle. Ils vont se servir d'elle pour qu'elle leur donne des informations pour permettre le double assassinat de Bastia Porretta. Parce qu'un des deux hommes qui est tué, le jour de l'aéroport, il faut peut-être le dire, c'est un détenu. Et il est tué à l'aéroport quand il est en permission. Donc en fait, ils sont obligés d'avoir des informations au sein de la prison, savoir quand est-ce qu'il est en permission, quel avion il va prendre pour aller à Paris, puis quel avion il va prendre surtout pour revenir en Corse, pour être là le jour où il descend et pour pouvoir le tuer. Et ça, c'est Cathy qui va donner ces informations. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a lu Vendetta? Elle a lu Vendetta, ouais, tout à fait. Elle nous a écrit, elle m'a écrit. Parce que effectivement, tu dis qu'elle lit des polars, mais elle lit aussi tout ce qui est lié au grand banditisme. En fait, Ouais. elle est au courant, Ouais. elle sait qui fait quoi. Dans sa lettre, elle conteste notre interprétation. Hein. Elle dit qu'elle savait très bien où elle mettait les pieds, qu'elle l'a fait de façon tout à fait volontaire, qu'elle a très bien compris et qu'elle est membre du clan, quoi. Waouh, c'est... Voilà, dans sa lettre, dans une des lettres qu'on a échangées, c'est ce qu'elle me dit. Donc toi, tu trouves que le terme corsicalisation, pardon, ah oui, donc j'ai pour même du revenir mal à à le ça, dire. oui. Donc là, c'est vrai qu'on peut imaginer un peu l'expert psychologue qui se retrouve face à cette matonne, à Cathy, et qui lui dit non, moi, je suis membre d'un clan, ce que j'ai fait, j'assume, j'ai bien travaillé pour mon chef, j'ai permis qu'il y ait 2 morts. En plus, dont un qu'elle aimait bien. Dont un qu'elle aimait bien. Donc l'expert, en fait, il essaye de trouver des explications, c'est pas facile, et donc il va comparer un peu cet embrigadement. En fait, il va dire que Cathy a été embrigadée et qu'elle a été corsicalisée. Moi, j'ai trouvé le terme quand même, le néologisme, il était bon. Parce que effectivement, l'embrigadement, tu sens qu'elle a été embrigadée. Elle est complètement matrixée, en fait, par fascinée. Ah, c'est terrible. Et par rapport à ce livre-là, justement, quand tu le sors, moi, en tout cas, j'ai vu ça comme ça. Quand tu le sors, c'est juste avant le jugement de l'assassinat de l'aéroport. Juste avant le début du procès, ouais. Exactement. Ouais. C'était fait exprès? Non, parce que la date, elle a changé plusieurs fois du procès. Donc en fait, non, on savait pas. Mais c'était bien trouvé, finalement. Oui et non, je pense que ça va au-delà du procès. Mais oui, ça a été C'était... Bon, c'est tombé comme ça. Après, de toute façon, ce procès, il aurait pu être vraiment intéressant, mais ils ont tous décidé de ne plus parler suite à des bagarres de procédure entre les avocats et le tribunal. Les avocats ont estimé que le tribunal n'était pas loyal, etc. T'as assisté au procès, toi? Ouais, au début. Ok. Mais après, ils parlaient plus, ils venaient plus. Donc C'était en Corse? Non, c'était à Aix. C'est aux assises d'Aix-en-Provence. La cour d'appel, en fait, est à Aix. D'accord. Parce que l'enquête était diligentée depuis Marseille. Et il va se tenir en appel. Ils ont tous fait appel, parce qu'ils ont tous pris des peines très importantes. Ils ont fait appel et a priori, le procès va se tenir début 2026. T'y seras? Et j'y serai. Jusqu'au bout. Hein. T'as raison. Tu as raison. Et j'aimerais revenir déjà, félicitations aussi par rapport à ce livre-là. Donc, voilà, Le Crépuscule de la brise de mer, disponible partout. Donc, félicitations à toi pour ton travail. Merci beaucoup. Je voulais revenir par rapport à l'actualité. Parce que là, on parle de brise de mer, il y a une actualité qui est tombée. Oui. Parce qu'on parlait des fondateurs, etc. Il y en a un qui a été assassiné récemment, Robert Morachini, dont on parle peu.
tout cas, on n'en a pas forcément beaucoup entendu parler de lui, mais il a été assassiné récemment. Donc, preuve que, La semaine dernière, ouais. ouais, Dimanche, samedi ouais, dernier. preuve que finalement, ça s'arrête jamais, comme tu dis. Ah bah voilà, je pense que là, on peut avoir une illustration assez implacable de tout ce qu'on dit depuis le début, là, avec toi. Robert Morachini, c'est un des fondateurs de la Brise de Mer, donc ça fait partie de ces jeunes qui se retrouvaient, comme je disais, au bar, là, sur le vieux port de Bastia, qui jouaient aux cartes et qui fomentaient des braquages. Robert Morachini, il était réputé à l'époque comme un dur, pour parler Manière soft. de manière soft, et puis judiciairement, il n'a pas été condamné, donc c'est difficile d'en dire plus. Toujours est-il que, au début des années 80, il est renvoyé devant la cour d'assises à Dijon pour le meurtre d'un propriétaire d'une boîte de nuit aux alentours de Bastia. Le dossier est clair, hein. Je veux dire, on les a vus. Robert Morachini était dedans avec 2 autres personnes. Sauf que lors du procès, les témoins ne se souviennent plus de rien. Est-ce que c'est lors de ce procès qu'il y a des joueurs de foot Tout à fait. qui témoignent en disant qu'ils étaient avec Ouais, tout à fait. c'est l'équipe ça. de Bastia, c'est ça? Ouais. Ok. Oui. C'est un procès qui se tient à Dijon et qui a contribué à renforcer ce sentiment que la Brise de Mer était intouchable. Parce qu'il y a 3 personnes qui sont renvoyées, le dossier est extrêmement solide, il y a même un témoin visuel. Le témoin, il y a un autre témoin qui est pas un gendarme, mais c'est un fonctionnaire des douanes, je crois, de l'époque, enfin, qui est quand même un fonctionnaire de police, voilà, qui les voit jeter l'arme dans un fleuve. Ensuite, ils vont rechercher l'arme au fond de ce fleuve, les flics. Ils s'aperçoivent que c'est l'arme qui a servi à tuer, enfin. Et qu'au volant, il y a 3 personnes, dont dans cette voiture, il y a 3 personnes, dont Robert Morachini. Bon, voilà, c'est un dossier qui est ficelé. Et ils sont tous acquittés lors du procès parce que plus aucun témoin, dont ce fonctionnaire, ne se souvient de rien. Voilà, c'est tout ce qu'on sait de Robert Morachini, en fait. C'est cette enquête qui est menée et une autre enquête qui est menée pour des malversations financières quelques années après. Mais sinon, on ne sait pas. Judiciairement, voilà ce qu'on sait de lui. Il est acquitté, donc présomption d'innocence, il est innocent. Sauf qu'encore, c'est pas vraiment comme ça que c'est vu. Il est considéré comme un des membres fondateurs de la Brise de Mer et comme quelqu'un de potentiellement très violent. Sauf que il fait partie de ceux, très rares, qui s'est complètement rangé des voitures. Fin des années 80, début des années 90, il ouvre un bistrot ou un bar tabac au début, je sais pas quoi en premier, sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Et il adopte une vie de commerçant. Il se lève tous les matins pour ouvrir sa boutique et il tient sa boutique toute la journée. Et puis le soir, il ferme sa boutique. Voilà. Il fait ça depuis 35 ans. Tous les matins, tous les soirs. Il est plus du tout dans le monde du grand banditisme. En tout cas, on n'en entend plus parler. La justice n'en entend plus parler. Et la semaine dernière, il se lève un matin. Qu'est-ce qu'il allait faire, je ne sais pas. En tout cas, il va vers son scooter, peut-être pour aller ouvrir sa boutique, comme tous les matins, à la même heure. Et là, il y a au moins 1, voire 2 personnes qui l'attendent et qui lui tirent dessus et qui le tuent. Waouh. Ouais, c'est fou. C'est fou. Non, parce que justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah, c'est impressionnant. D'autant plus que, pour en revenir à toi et tes travaux, juste avant, vous sortez le documentaire Vendetta, inspiré du premier livre, Ouais. en 3 parties. Félicitations, je l'ai vu. Félicitations en tout cas pour ça. Merci. Et c'est vrai que quand je vois le documentaire et qu'après je vois qu'il y a cette histoire d'assassinat de Robert Morachini, je me dis waouh, ah ouais. J'avais même oublié en fait qu'il était membre. Ouais. Et finalement, en plus il y a écrit membre fondateur, je me dis waouh, ah ouais, c'est complètement d'actualité quoi. Ouais. C'était vraiment un des derniers historiques de cette bande. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a quasiment plus de vivants. Ouais, il doit en avoir peut-être 2. Il y en a un qui est en cavale depuis plus de 10 ans. Ah. Et un autre qui est au village, je crois, mais on n'en parlera pas du coup. Et justement, par rapport à ce documentaire Vendetta, inspiré du premier livre, comment l'idée t'est venue de faire ce documentaire-là?
En fait, l'idée, elle n'est pas venue de moi au départ, elle est venue d'une boîte de prod, Kappa, Mhm. une boîte de production qui s'est intéressée à ce sujet, qui a eu envie de le développer, d'en faire un documentaire et du coup qui s'est rapproché de nous avec Marion pour que l'on travaille ensemble. Voilà. Et c'est vrai que moi, jamais j'avais imaginé faire un documentaire sur ce thème parce que c'est quand même compliqué. Déjà, en presse écrite, c'est compliqué de faire parler des gens alors qu'ils peuvent parler en off, c'est-à-dire qu'on dissimule leur identité. Donc, on les cite même pas avec leur nom dans un article. Alors, de là à les faire témoigner face caméra, qu'on voit leur visage, leur nom, etc., je me disais, c'est un peu mission impossible. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal. On a beaucoup travaillé, on a eu beaucoup de refus. On a vraiment... Vous avez eu des gens qui vous ont dit oui, qui sont rétractés? Ouais. Beaucoup? Ouais. Ouais, pas mal. Et bon, voilà. Et donc, on a réussi à le faire, malgré tout. On a eu pas mal de moments de découragement où on se disait que ça serait quand même compliqué. Et, hum, et donc, voilà. Et donc, je suis contente aussi que ce documentaire existe parce que je pense qu'on touche un autre public. Mm. Forcément, on touche un public avec les livres, un public peut-être de passionnés, quoi, de gens qui sont vraiment intéressés par ces sujets-là. Je pense qu'avec un documentaire, on va forcément toucher des gens qui, je sais pas, qui vont tomber peut-être dessus par hasard et qui vont apprendre quelque chose qu'ils soupçonnaient même pas. Donc, de toute façon, j'avais vraiment... je suis vraiment contente que ce documentaire existe. Et puis, depuis qu'il est sorti, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup plus qu'avec avec le livre. C'est marrant qu'ils me disent de gens qui sont effectivement pas intéressés au premier abord par ces sujets, qui me disent mais c'est fou ce que je découvre. C'est dingue. Je savais pas que ça pouvait exister en France aujourd'hui. C'est vrai que dans le documentaire, il y a des choses qui sont beaucoup plus explicitées que dans le livre. Notamment, Comme tout quoi, à l'heure, par exemple? tu parlais du procès. Ouais, Là, le procès, comment il est détaillé, ouais, tu te dis, ok, c'est quand tu... Bon, je vais pas spoiler, mais quand tu parles du juge, on comprend. mm, L'avocat de la partie ouais, civile qui commence à expliquer les réactions du juge, ouais. etc. Tu comprends que, ouais, effectivement. Non, ça c'était quelque chose que j'avais pas envisagé, mais après, pour le reste, quand tu es, entre guillemets, initié, tu connais un peu les thématiques qui sont abordées, mais le fait de rentrer dans les détails comme ça, j'avoue que c'était bon à savoir. Et même par rapport aux gens qui témoignent, que ce soit des gens qui vivent là-bas, ou même des magistrats, ou des policiers, c'était intéressant. Mm, Même des photos d'archives, tu vois. ouais. Et vous avez sorti des photos qu'on n'avait jamais vues, tu vois. Par exemple, moi, Ishaq Casanova, je connais qu'une seule photo de Ouais. lui. Là, j'en ai vu beaucoup. Mm. J'en ai parlé à un ami, je lui ai dit, mais j'ai jamais vu de photo. Et là, boum, il m'a dit, bah, tu vas en voir. Ouais. Et effectivement, quand j'en ai vu, je dis, ah, eh ben, ils ont quand même bien travaillé. Et donc, félicitations encore une fois. Ça vous a pris combien de temps? Énormément de temps. Ok, Ouais. Énormément de temps avec, je sais pas, 3 ans? 4 ans? 4 ans? Non. 2021, 2025? ouais, 4 ans. 4 ans. 4 ans, 4 ans. Mais bon, après, le travail documentaire, il y a plusieurs... C'est pas comme un livre où, une fois qu'on a toutes les informations, finalement, on va s'enfermer dans une maison et écrire pendant le temps qu'on a, 3 semaines ou 3 mois, ça dépend de... Bref, mais on écrit, et puis c'est fini. C'est relu, c'est corrigé, etc., puis c'est fini. Le travail d'un documentaire, c'est complètement différent. Parce qu'il y a le temps de convaincre les gens, le temps de faire réaliser les interviews, et puis après intervient le temps du montage, qui, là, en l'occurrence, a duré... je crois que le montage, il a duré 7 mois, 8 mois, quelque chose comme Wow. ça. Voilà, donc là, Ouais, on bah, est parce vraiment qu'après, il y sur... avait beaucoup de rush, je pense. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait enlever. Et voilà. puis, le producteur aussi, peut-être, il avait besoin d'un certain temps, Ouais. un temps justement bien précis. Et puis je veux dire, c'est pas du tout un travail individuel, Bien sûr. le documentaire. Hein. Là, j'en parle, mais je suis pas du tout la seule à avoir travaillé dessus. Et je veux dire, le mérite revient à une équipe, quoi. C'est, Ouais. voilà, je suis avec on travaille avec un réalisateur, avec un monteur qui a été vraiment exceptionnel en plus pour réussir à rendre tout ça intelligible, avec un producteur, quelqu'un qui va travailler pour à chercher des archives. Enfin voilà, bon, c'est vraiment toute une Ouais. équipe. En tout cas, moi, j'ai assisté à l'avant-première. Je te remercie pour Oui. l'invitation. Et après, j'ai regardé 2 jours après.
les deux autres parties. Donc, franchement, c'est bien. Et j'ai une question. Est-ce que pour toi, il existe une mafia en Corse? Ah oui, sans aucun doute. Oui, oui. Je pouvais avoir plus de doutes quand j'ai commencé à travailler dessus, en disant est-ce que on va pas un Il y a une peu... présence mafieuse, il y a une emprise mafieuse ou il y a une mafia? Ouais, c'est pareil, là on joue avec les mots. Pour moi, c'est la même chose. À partir du moment où on a des, des groupes criminels dont les membres ne sont pas en marge de la société, mais dont la volonté est justement de vraiment de pénétrer au cœur de cette société, au cœur du monde politique, du monde économique, de s'infiltrer au sein du monde policier, judiciaire, etc. C'est-à-dire que leur vocation n'est pas d'être en dehors du système, mais plutôt de le grignoter de l'intérieur. C'est la définition de la mafia. En tout cas, c'est une des définitions. C'est la définition que moi, j'estime la plus pertinente. C'est vrai, parce qu'en tout cas, la mafia, d'après le livre de Christophe Corel qu'on a reçu ici, qui dit que la mafia est une organisation criminelle codifiée dont les activités sont soumises à une direction collégiale occulte reposant sur une stratégie d'infiltration. Dans la société civile, les institutions regroupant banditisme, monde de l'entreprise, professionnels du droit et des administrations et des référents dans le monde politique et à tous les niveaux. Parce qu'en gros, en fait, en France, on occulte la notion de territoire. Et lui, il estime que c'est compliqué de parler de mafia, mais il dit que par rapport à la Corse, la question reste entière. D'accord. Donc il estime qu'il y a matière à débat par rapport à la Corse, parce qu'il s'appuie sur ce qui se passe en Italie, mais il dit qu'en Corse, en tout cas, il y a matière à réfléchir là-dessus. Donc ça rejoint peut-être ce que tu dis. Moi, en fait, bon, après, on n'a peut-être pas exactement le même avis, c'est pas grave, mais moi, en fait, je pense que une des erreurs qu'on fait, c'est de vouloir le comparer à l'Italie. C'est la réalité de la mafia française, c'est pas la réalité de la mafia italienne. Donc, si on cherche à se dire, est-ce qu'elle est pareille qu'en Italie? Donc, du coup, est-ce que c'est une mafia? Dans ce cas-là, on dit non. Parce qu'il n'y a pas il y a pas ce code, il n'y a pas ce passé. C'est pas la même histoire, en fait. L'histoire de la Corse, c'est pas l'histoire de l'Italie. Bien sûr. Et donc, mais en réalité, c'est une mafia qui est différente, qui est organisée de façon complètement différente. Il n'y a pas ces rites d'initiation, il n'y a pas le chef de tous les chefs, le parrain de tous les parrains, etc. Mais ça n'empêche que moi, ce que je pense qui fait vraiment le cœur d'une mafia, c'est vraiment cette volonté de pénétrer à l'intérieur de l'État, des institutions pour pouvoir les contrôler et pour pouvoir faire leurs affaires. Cette volonté, elle y est. Elle existe en Corse. C'est évident. Non, mais de toute façon, lui en fait, il le dit, il explique la définition de la mafia, mais il te dit bien, en Corse, la question est entière. Parce que si tu dis, est-ce qu'il y a une mafia en France, il va te dire, il y a des mafias, il y a des présences mafieuses d'autres pays, mais à proprement parler, non. Mais par contre, il te dit en Corse, la question reste entière. Donc, je pense que ça rejoint ce que tu dis, parce qu'après, il l'explicite. Bref, c'était une petite aparté. On va parler de choses un peu plus gaies. On a une rubrique ici, lecture. Ouais. Est-ce que tu peux recommander 3 livres à lire, s'il te plaît? Peu importe les thématiques, carte blanche. Ou 2, ou 1. Bon, on va quand même être un peu en lien avec les sujets dont on a parlé. C'est quand même, comme ça tu me paraît... le dernier livre de Roberto Saviano sur Giovanni Falcone, sur le juge Falcone, je le recommande vraiment. C'est un excellent livre avec un travail de journaliste et d'écrivain mêlé qui est vraiment formidable. C'est déjà bien. Après, je lis beaucoup, donc j'ai beaucoup de livres que je pourrais recommander, mais sur ce thème aussi, un livre un peu connu pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, mais peut-être un peu moins, Le jour de la chouette, qui est d'un écrivain italien qui s'appelle, je vais mal le prononcer, mais Ciaccia, donc je crois que c'est S-C-I-A-C-I-A. Enfin, de toute façon, si vous tapez Le jour de la chouette qui raconte la réalité de la mafia italienne en Sicile. Donc qui est passionnant. Écoute, on a une tradition ici, c'est que l'autre il repart avec un livre. Ok. Donc j'ai un livre pour toi. Ah, chouette. Alors. J'espère que ça va me changer un peu de mes sujets d'habitude ou pas. Ah, je pense que oui. D'accord. Mais après, peut-être que tu l'as déjà. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Si j'avais su, je t'en aurais amené un aussi. Pas de problème. Est-ce que tu peux l'ouvrir et le montrer à la caméra? Ouais. Alors, Bob Dylan, chronique. Alors, il faut que je le montre à la caméra. Voilà. Donc, je ne connais pas. Je ne l'ai pas lu. Ah. Merci beaucoup. Je t'en prie. Chronique. Et c'est sur ses chansons Non, c'est lui qui parle de lui. D'accord.
Super. C'est le volume 1. Donc, si ça te plaît, je sais pas s'il y a le volume 2. S'il y a le Ok. volume 2, tu iras chercher le volume 2. Ok. Donc ça, tu me l'offres parce que tu l'as aimé Non, particulièrement c'est, ou c'est, juste, non, non, c'est, c'est un coup de c'est, cœur, hein. c'est un coup de cœur et je me Ok. suis dit, bon, allons-y. Il y avait d'autres choses, mais je me suis dit, on va s'attarder sur ça. C'est le premier choix, première impression, on y va. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Si je reviens, je t'en amènerai un. Si t'as un prochain livre, écoute, t'es la bienvenue. Hein. Bah ouais, merci. Y a pas de C'est souci. pas prévu pour l'instant. Ah, ok. Non. Bah bon, c'est déjà bien 3 livres. Hein. Ouais. C'est déjà bien. Déjà, un, c'est beaucoup. 3, Non, mais ça va, ça va. c'est très, très bien. J'ai 2 dernières questions. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant quelqu'un de sympathique, drôle. Mm. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Oula. Ben. Alors ça, je m'y attendais pas. Non, ben je pense que moi, pour le coup, vu le métier que je fais, moi j'aimerais qu'on se souvienne de mes livres, en fait. Enfin, j'aimerais qu'on se souvienne de ce que j'ai fait de mon travail, quoi. Voilà. Peut-être c'est ça la réponse. Ouais, c'est la tienne. Il n'y a pas de bonne Voilà. réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est ta Voilà. réponse. Ok, Voilà. pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, des belles enquêtes. C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas, Voilà. Violette. Merci pour ta venue, merci pour tes explications. Merci. Encore félicitations pour ton travail, tes travaux d'ailleurs, les livres, les documentaires, les enquêtes, les articles. C'est c'est bien, c'est une bonne chose et je te souhaite de continuer dans cette voie-là, qui te plaît visiblement. Oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, c'était très agréable. Je t'en prie en tout cas. C'était Cosmonautes, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.